exactement. En fait, j'ai poussé la porte du studio et je me suis dit, mais waouh, en fait, tout ce qui a été dit et tout ce que j'ai ressenti pendant cette heure de cours, c'est simplement des choses que je pense depuis mon enfance, depuis toute petite, que j'extériorise ou que je ne dis pas forcément, et qui là me faisait vraiment écho et qui résonnait pour moi. Et je me suis dit, c'est fou, c'est exactement ce que je pense et ce que j'ai envie de donner finalement. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailers inconnus, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figures médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à une des personnes de la communauté qui a suivi tous les épisodes depuis le début, et pour ça je l'en remercie d'ailleurs. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est traileuse, mais qu'elle est aussi prof de yoga. Elle parlera avec nous du lien que l'on peut faire entre ces deux pratiques, mais également des bienfaits que peut apporter cette discipline lorsque l'on revient par exemple de blessures. Nous évoquerons également les bienfaits de l'étirement et tout un tas d'autres sujets en rapport avec le yoga. Elle reviendra également avec nous sur son historique sportif et tout un tas d'autres sujets. Alors je préfère vous prévenir malgré tout en avance, la qualité sonore d'enregistrement de mon invité n'est pas optimale. Ça grésille par moments, nous avons essayé de faire un maximum pour éviter ce type de désagrément et j'en suis désolé. Malgré cela, vous allez voir, mon invité a énormément de choses à dire et nous en apprendrons beaucoup sur ce sujet. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Charlotte Fumard. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Fumard. Charlotte, je te souhaite la bienvenue dans le podcast Let's Try. Merci, bonjour. Alors j'espère que tu vas bien et dans un premier temps, alors pour ceux qui ne savent pas ou qui écoutent l'épisode après coup, nous sommes toujours en période de confinement lié au coronavirus. Est-ce que tu peux nous parler de ta situation par rapport à cette pandémie ? De ma situation par rapport à cette pandémie, donc moi dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je suis infirmière libérale, donc au niveau du travail, c'est pas quelque chose qui a changé vraiment pour moi, même si dans ma pratique il a fallu bien sûr s'adapter. Après, dans la vie de tous les jours, je pense que ça a changé pas mal de choses pour tout le monde, pas seulement pour moi. On prend un peu plus le temps de vivre, on est chez soi et puis finalement on s'adapte à cette situation, je pense. Après, je suis pas quelqu'un qui est très stressé par rapport à la situation. C'est vrai que je m'inquiète pas forcément. Peut-être que je devrais, mais étant donné que je ne regarde pas forcément les médias, que je m'y intéresse, mais que je prends seulement les informations que je souhaite, eh bien, c'est vrai que ça m'aide, je pense, à prendre du recul. À prendre du recul par rapport à la situation, effectivement. Tu es situé où ? Je suis située à côté de Montpellier, en fait, à Pignan, donc à une vingtaine de minutes de Montpellier. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Charlotte ? Oui, donc moi je suis Charlotte, donc j'ai 28 ans bientôt au mois de juin. Je suis née en Auvergne à Montluçon et j'ai grandi en Auvergne jusqu'à mes 20 ans. Et je suis arrivée dans la région à côté de Montpellier donc il y a 8 ans bientôt. Voilà, pour travailler. J'ai fait mes études en Auvergne et je suis venue ici en 2013. D'accord. Et je suis infirmière donc depuis 2013. D'accord, donc j'en profite pour faire un petit coucou à Virginie, mon épouse, qui est aussi infirmière libérale. Donc vous avez le même boulot. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler qui était Charlotte l'enfant, comment ça s'est passé dans les premières années de ta vie ? Oui, donc j'ai grandi en Auvergne avec mes parents. Je faisais beaucoup d'équitation. J'ai commencé l'équitation, je devais avoir 7-8 ans.
Et ça m'a suivi, je pense, jusqu'à à peu près mes 18 ans, jusqu'à l'entrée à l'école d'infirmière, où après c'était vraiment un petit peu plus compliqué d'agencer, on va dire, les sorties le week-end, l'équitation plus la vie étudiante. Donc j'ai arrêté l'équitation. J'ai grandi en nature, j'ai vraiment grandi à la campagne. Mes parents avaient un immense jardin, on avait des poules, voilà, on avait une petite ferme, on va dire, avec un élevage. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé ce côté-là, assez nature, proche des animaux et j'ai toujours été assez, je pense, pas solitaire, mais j'ai toujours été assez indépendante. Je pense du fait aussi d'avoir fait de l'équitation. Comme me disait mon coach il y a pas longtemps, c'est vrai que c'est un sport qui nous amène, qui amène l'enfant à être assez vite indépendant, autonome, à être responsable. Et c'est vrai que j'ai adoré ce sport pour ça. Donc à 18 ans, ensuite, j'ai fait l'école d'infirmière. Et puis je sentais que j'avais besoin de dépassement, que j'avais envie d'aller chercher un peu autre chose, etc. J'avais pas forcément le temps de faire de l'équitation, mais j'avais envie de se retourner un peu à la nature. Et puis en même temps, je sortais énormément, je profitais. Et c'est vrai que j'avais pris un petit peu de poids, donc je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et puis comme beaucoup d'entre nous, je me suis acheté une paire de baskets et puis je suis allée courir. Donc ça, c'était en 2011-2012. Et au début, je courais même pas 2 kilomètres, c'était hyper dur. Et puis au fur et à mesure, je me suis tenue un peu à tout ça. J'ai poursuivi dans cette optique d'aller toujours un petit peu plus loin. Et puis en 2013, quand je suis arrivée donc à Montpellier, pareil, j'ai continué d'aller courir, donc là au Rive du Lez, etc. Et après, en 2015, j'ai découvert le trail. Et pour quelle raison tu as déménagé dans le Languedoc? C'est le Languedoc, hein, si j'y vais de C'est bêtises. ça. Oui. C'est le Languedoc, tout à fait. Donc j'ai déménagé dans le Languedoc parce que depuis toute petite, c'est vrai que j'avais envie de voir un petit peu autre chose. J'avais toujours grandi dans cette région. J'avais envie de soleil, sincèrement. J'avais envie voilà, de voir autre chose. J'étais jeune, j'avais 20, même pas 21 ans quand j'ai été diplômée. Donc j'avais envie de voir un peu autre chose, ouais. D'accord. Donc premier pas dans la course à pied en 2012. Course à pied au début ou sur bitume ou trail directement? Non, au début c'était seulement sur du bitume, chemin ou voilà au Rive du Lez surtout. Je courais à peu près 2-3 fois dans la semaine. Et puis après, en 2014, je me suis inscrite à un semi-marathon à Barcelone. C'était D'accord. mon premier. Et oui, 2014, oui, c'est ça. Et puis du coup, je me suis entraînée. En fait, c'était mon petit objectif, enfin, mon gros objectif de l'année. C'était ma première course. Je n'avais jamais mis de dossard auparavant. Je me suis entraînée pour ça, juste pour le finir. Je l'ai fini. Et puis j'en ai fait un deuxième à Amsterdam. J'adorais cette idée en fait de voyager et en même temps de pouvoir courir. Et puis ensuite, au cours d'un repas en famille en octobre, donc là on était en 2015, mon oncle qui courait un petit peu me dit mais Charlotte, tu devrais faire du trail, tu devrais tester. Je lui dis ah bon, mais c'est quoi le trail? Je connais pas. Il me dit tu sais en fait c'est de la course à pied dans des sentiers en pleine nature. Ah ouais, d'accord. Donc je me suis inscrite à un trail à Combronde à l'époque, c'est toujours le trail Émilie qui est assez connu. Et c'était un 22 km, je crois. Et j'ai adoré. Et après, ça m'a plus forcément quitté. D'accord. Aujourd'hui, quelle est ta fréquence de pratique du trail? Quel est le nombre de courses que tu fais par an à peu près? C'est quoi ta façon de pratiquer aujourd'hui? Alors, ma façon de pratiquer aujourd'hui, donc c'est vrai qu'en 2015, je faisais et du trail et encore un peu de course sur route. Ensuite, en 2017, j'ai fait aussi quelques années de triathlon, mais surtout du assez longue distance. J'aimais beaucoup, j'adore le vélo, donc j'ai fait un peu de trail et en même temps du triathlon. Et là, depuis 2-3 ans, c'est vrai que j'ai arrêté le triathlon. En tout cas, j'en fais plus officiellement et je fais que du trail. Donc depuis 2 ans, on va dire, ma pratique, c'est à peu près 2 gros objectifs dans l'année et après des courses à côté, 1 à 2 par mois. On va dire 1 par mois. Les gros objectifs pour toi, c'est quoi?
aujourd'hui? Pour moi, un gros objectif, donc on va dire plus un ultra. Pour moi, ultra trail, c'est au-dessus de 50 km. D'accord. Donc c'est à peu près pour moi un gros objectif. Je tourne entre 70 80 km, pas plus pour l'instant. D'accord. Voilà, je j'ai pas été au-delà. J'aimerais, mais je me laisse du temps. D'accord. Oui, parce que ça fait depuis 2014 que tu as commencé le trail, donc ça fait quoi? 5-6 Ouais, ans? 6 ça ans? fait voilà 6 ans, ouais, à peine 5 ans on va dire. Mhm. Donc je me laisse du temps. Non, mais la progressivité, c'est important. Euh, Exactement. Charlotte, j'ai fait appel à toi principalement pour une raison qui m'intéressait énormément. Oui, Tu es professeur de yoga. tout à fait, ouais. Je suis professeure de yoga depuis décembre. Est-ce que tu peux nous C'est assez récent. parler du moment où tu as souhaité, enfin, tu as pris connaissance de cette discipline, comment ça s'est passé, et ensuite comment as-tu souhaité passer, devenir professeur? Tout à fait. Alors bon, du coup, je me suis toujours, je pense, un peu intéressée au yoga par rapport à la philosophie, au côté nature. J'ai testé donc les premiers cours de yoga que j'ai pris, je pense que c'était en 2018. Et puis ensuite, pareil, en septembre 2018 aussi, avec un événement avec Salomon, on en a refait. Et là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais énormément. Ah, c'est récent alors. Et puis, oui, c'est récent. Et puis ensuite, dans la foulée, en 2018, j'ai chuté et je me suis fracturé la rotule. Et pour moi, ça a été un choc. Ça a été comme si, enfin, ça a été une fracture pas seulement physique, ça a été une fracture aussi, je pense, psychique. Ça a été assez difficile. Et je pense que je m'en rendais pas compte, mais je sentais que il y avait quelque chose et que mon corps me lâchait ou que mon corps me lançait des signaux en fait d'alerte en me disant fais attention, stop, stop, voilà, et crier un peu à l'aide. Tu as chuté Et en faisant du trail? voilà, j'ai chuté un trail à l'entraînement, d'ailleurs au Pic Saint-Loup que tu connais, Ouais. dans la fameuse descente que je connaissais. Et ce jour-là, eh bien, ça s'est pas passé comme prévu. Je me suis entravée dans un caillou, je suis tombée et la rotule contre le rocher La rotule a cassé. et la rotule, voilà. Donc c'est une micro-fracture, mais ça reste quand même des années, enfin on va dire 1 an et demi assez compliqué. Ah ouais, Et donc, un an et demi de récupération quand même? ouais, là je m'en sors juste là maintenant depuis à peine 2 3 mois. D'accord. Mm. Et donc suite à cette fracture, ensuite j'ai vraiment, je suis tombée dans le yoga parce que je pouvais plus courir, je pouvais plus faire de vélo et et j'ai poussé la porte d'un studio qui s'appelle Yogi Vibe à Montpellier et je suis tombée amoureuse de la pratique, de tout, du yoga, voilà, de la philosophie, des pensées, de ce que ça m'apportait, du ressenti après le cours et de ce que j'éprouvais pendant la pratique aussi. Tu n'avais pas du tout d'expérience de cette pratique-là avant? Pas du tout. Pas du tout, Et du tout. tu te sentais proche de la philosophie de la pratique Exactement. initialement? Exactement. En fait, j'ai poussé la porte du studio et je me suis dit, mais waouh, en fait, tout ce qui a été dit et tout ce que j'ai ressenti pendant cette heure de cours, c'est simplement des choses que je pense depuis mon enfance, depuis toute petite, que j'extériorise ou que je ne dis pas forcément et qui là me faisait vraiment écho Mhm. et qui résonnait pour moi. Et je me suis dit, c'est fou, c'est exactement ce que je pense et ce que j'ai envie de donner finalement. Tu te trouvais à ta place, quoi. Ouais, C'est cette complètement. sensation-là. Je me suis complètement sentie à l'aise, je me suis sentie à ma place et je me suis rendu compte que ça allait me soigner. Enfin, je le savais pas, mais je sentais que ça me faisait du bien. Mhm. Donc j'ai pratiqué. À partir de cette période-là, en fait, avant cette période-là, je pratiquais le yoga de temps en temps pour des événements, pour plein de choses. Et à partir de cette fracture et de ce moment-là, j'ai pratiqué au minimum 3 fois par semaine. D'accord. Voilà. Comment tu pourrais définir le yoga en quelques mots? Alors pour moi, le yoga, en quelques mots, ben, c'est l'union entre le corps, l'esprit et surtout le cœur aussi. Voilà, c'est un ensemble, c'est amener, on va dire, ramener le corps connecté avec l'esprit et avec le cœur, avec l'amour, la bienveillance, que ce soit envers soi ou envers les autres, quoi. Est-ce que tu peux nous parler des différentes formes de yoga? Il me semble qu'il y en a plusieurs. Alors, Oui, il y en a énormément, j'imagine, mais les principales.
Il y en a énormément. Alors, le yoga, on va dire, le plus connu, c'est le Hatha Yoga. Donc, en fait, le Hatha Yoga, c'est la source, c'est la force. C'est celui qui est le plus courant. Il y a aussi le Vinyasa. Donc, le Vinyasa, on va dire, c'est celui qui est dansant, c'est celui qui a un petit peu un flow. Il y a le Iyengar. Donc, le yoga Iyengar, c'est assez particulier. Enfin, c'est très basé sur la technique. On reste dans les positions assez longtemps. C'est vraiment basé sur les alignements du corps à respecter. Ensuite, il y a le yoga, le Bikram. Donc ça, c'est le yoga chaud dans une salle hyper chauffée. J'ai jamais testé, mais je sais qu'il y a du fly yoga aussi. Donc là, c'est avec des espèces de grands hamacs. Ça a l'air sympa. Et puis, il y a aussi donc donc le Vinyasa, le Ashtanga. Donc ça, c'est le yoga dynamique. Et il y en a un que je connais pas très très bien, que j'ai jamais pratiqué, c'est vrai, c'est le yoga Kundalini. Donc c'est en fait c'est un yoga qui est basé sur on va dire autour de la colonne vertébrale pour faire remonter l'énergie tout le long de la colonne vertébrale. Donc ça va être que des postures situées autour de la colonne vertébrale. Voilà. Et pour revenir à cette période un peu compliquée pour toi au niveau de l'après-blessure ou de la période où tu as eu besoin de quelque chose pour t'ancrer, pour remonter cette phase un peu compliquée. Qu'est-ce que t'a apporté le plus le yoga ? Alors, le yoga m'a apporté une force intérieure, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Une force intérieure, de la bienveillance avec moi-même, avec mon corps, l'acceptation de la blessure, l'acceptation de ce que je suis, de mon passé, des échecs, énormément de bienveillance, d'amour, que ce soit envers moi ou envers les autres, une vie plus saine, plus apaisée. Et puis énormément de force. Et au travers de toutes les postures qu'on développe, c'est vrai qu'on vient ouvrir le corps, on vient ouvrir le cœur et on vient, on va dire, donner de l'espace à toutes ces articulations aussi. Parce que souvent, quand on est un trailer ou quand on est un coureur, on est, je dis souvent cet exemple, mais c'est vrai qu'on est comme une petite huître, on est vraiment tout fermé. Et les articulations, pareil, elles sont enfermées, emprisonnées. Et je pense que c'est bien de pouvoir aérer ces articulations, on va dire, ce corps de chair. Et en même temps, pouvoir venir renforcer les articulations avec ces postures qui font travailler, on va dire, la proprioception et l'ancrage au sol. Quand tu as commencé cette pratique donc dans ce fameux studio de yoga, je ne sais pas si on dit studio ou dans ce club de yoga, ça t'a pris combien de temps pour prendre conscience que tu souhaitais en faire une activité entre guillemets professionnelle ? Donc on dit un studio et donc c'est vrai que je pense que ça m'a pris à peu près 1 an, même si au fond j'avais cette idée-là parce que j'étais infirmière et qu'en fait pour moi dans mon métier je donne des médicaments, je donne des soins. Et c'est essentiellement, on va dire, physique ou chimique avec les médicaments. Et je me suis rendu compte que voilà, très concret. Et je me suis rendu compte que le yoga, c'était un soin. Et ça a apporté énormément. Moi, ça m'a soigné. Ça a soigné énormément de choses chez moi et j'y crois très, très fortement. Voilà, donc du coup, j'avais vraiment cette envie-là de pouvoir donner différemment et apporter aux gens différemment. Et je m'en suis rendu compte finalement assez vite que c'est pas que je faisais fausse route, mais que j'avais envie de donner différemment, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours pour devenir prof de yoga ? Comment ça se passe ? Parce que j'imagine que la majorité des gens qui écoutent ne le savent pas, et moi y compris. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors du coup, effectivement, donc en fait pour ouvrir un studio de yoga, on n'a pas forcément besoin malheureusement d'un diplôme en fait. Parce qu'il n'y a pas de législation très très carrée autour de ça en France. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de... Si, alors il y a une association qui s'appelle Yoga Alliance, donc Alliance Yoga, donc c'est une association en fait qui accrédite, on va dire, le studio et qui accrédite les professeurs de yoga. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent ou qui voudraient faire des formations à regarder que la formation ou le studio soit bien Yoga Alliance ou au moins accrédité. Yoga Alliance.
Voilà, c'est ultra important. Donc Yoga Alliance, c'est une association oui, qui permet de reconnaître, on va dire, les professeurs et les studios et même les retraites en fait. Donc c'est vraiment tout un site internet. Je vous invite à aller voir directement si vous le souhaitez. Après, c'est vrai que pour devenir professeur de yoga, je pense qu'il faut avant tout avoir envie de donner, tout simplement, avoir envie de donner et avoir envie d'aller plus loin et de faire du yoga sa vie, tout simplement. Et comment ça se passe au niveau... comment tu t'es formé, dans quel cadre? Alors moi, je me suis formée du coup à Yogi Vibe, là où j'ai où je prenais les cours de yoga. J'avais envie d'une formation qui soit à côté de chez moi. J'avais envie d'une formation dans ce studio parce que c'est là où j'avais pris tous mes cours. Donc c'est là où j'ai pu évoluer, progresser. Où c'est là où les professeurs m'ont vu aussi grandir entre guillemets, m'ont vu changer. Donc j'avais envie de rester ici et d'être formée, on va dire, du mieux possible pour pouvoir être devenir une prof comme je suis là et puis pouvoir continuer à apprendre même encore maintenant. Et aujourd'hui, tu as Bien ton sûr. studio ou tu es en freelance, à domicile? Comment ça se passe? Alors, du coup, c'est un petit peu avec le confinement, ça a été un petit peu compliqué, mais oui, j'ai mon studio qui est à domicile chez moi où je donne des cours, donc à Pignan. Et en même temps, j'ai créé avec pas mal d'amis qui font du trail, une association qui s'appelle Yoga Alice, donc Yoga Alice, parce que c'est mon deuxième prénom, Alice en fait. Et on organise énormément ça va être des week-ends autour du yoga, du trail, de la randonnée, de la nature. On organise des événements aussi les week-ends avec des brunchs, voilà, autour de la nature. Donc ça, c'est vraiment en construction. Malheureusement, on avait un premier événement qui était le 15 mars et qui a été annulé. Mais en fait, ce qu'on aimerait, c'est s'associer avec des événements de course comme par exemple les Templiers, le Festa Trail, et pouvoir proposer en fait des cours de yoga à la suite des trails ou pendant ces événements pour pouvoir le faire découvrir parce que pour moi, le trail et le yoga sont pas dissociés, ils sont hyper complémentaires et se ressemblent énormément. Et justement, puisque tu en parles, quel est le point commun principal entre les deux pratiques? Alors, pour moi, il y a énormément de points communs, Et que ce si tu soit devais dans en la ressortir un? Si je devais en ressentir un, je dirais que c'est le sentiment de liberté, le sentiment de la recharge de batterie, on va dire. On se ressent ressourcé, on se sent reconnecté à la nature, reconnecté à ce que l'on est. On se sent fort. On se sent respectueux même de l'environnement. On sent qu'on va aller, par exemple, dans un trail, on va aller explorer un paysage, et ben dans le yoga, on va aller explorer son corps. Et finalement, il y a toujours une part un peu de voyage. Il y a énormément de ressemblances en fait entre le trail et le yoga. Et de compatibilité aussi. Après, tu peux nous parler éventuellement d'autres ressemblances entre les deux pratiques. Qu'est-ce qui te vient à l'idée? Oui. Là, je pensais, c'est vrai que dans le yoga, on a cet aspect aussi de la purification. C'est vrai que pendant un cours de yoga, on va se sentir à la fin vraiment purifié. On sent qu'on a une nouvelle énergie, que c'est comme un renouveau, une renaissance. Et c'est vrai que je pense que dans le trail, après un entraînement, on a cet aspect-là aussi. On se sent vidé en fait. Et après un cours de yoga, ben on se sent un peu pareil, vidé. Pour moi, quand on court, on médite. Parce que sans le vouloir, on est simplement des visiteurs de nos pensées. On va pas les analyser. On va courir, on va penser à plein d'idées qui nous viennent en tête et on va être là et jamais les analyser. On va juste les voir défiler quoi devant soi. Et en fait, le yoga, c'est ça. La méditation, pareil, c'est exactement pareil. On n'analyse pas ses pensées. On est là dans le moment présent et je pense que à l'entraînement, on est dans le même état d'esprit. Alors j'en profite pour faire passer un petit message à Fabrice, mon frère, qui est adepte de yoga depuis des années et qui me tanne depuis un long moment pour que je m'y mette. Alors à vrai dire, donc je lui fais déjà un gros bisou et à vrai dire
Depuis 2 semaines, je me suis mis à la méditation et un pseudo, on va dire yoga, c'est plutôt des étirements après la méditation. Ça fait 2 semaines et c'est vrai que euh, je te rejoins un peu, hein, ce sont des pratiques qui permettent de se recentrer euh, Ouais. et qui donnent un petit peu le même résultat que le trail ou le sport, effectivement. Ces sentiments de plénitude une fois qu'on les a réalisés, quoi. Exactement, ce sentiment de plénitude, de liberté, que voilà, que tout est possible et qu'il n'y a pas il y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de blocage, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Et même dans cet aspect-là, c'est vrai que je pense que la plupart des coureurs sont des gens assez positifs, respectueux de l'environnement, de la nature, Mhm. qui, qui vont aller toujours chercher un peu ce dépassement de soi. Et dans le yoga, ben, c'est quasiment pareil, quoi. Il y a cet même aspect, ce même aspect. Il y a deux écoles sur l'aspect. Là, je vais parler purement technique du yoga, hein. Oui, Le yoga, c'est beaucoup basé sur l'étirement du corps, si je dis pas de bêtises. tout à fait. Il y a Ouais. deux écoles dans le running et dans le trail en particulier. C'est pour ou contre les étirements dans le trail. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que dans le yoga, du coup, même dans le yoga que je pratique, il y a un yoga, on va dire du hatha yoga, mais assez dynamique, hein, entre le vinyasa flow et le hatha yoga. J'alterne toujours des postures, que ce soit on va dire musculaires, et des postures, on va dire d'étirement. Je fais une posture sur deux, voilà, un étirement, un musculaire, pour pouvoir alterner justement. Mais je pense que Musculaire, pour toi, c'est un peu l'équivalent du gainage? C'est un peu ça? exactement, voilà, tout à fait. Exactement, c'est ça. Mhm. C'est musculaire, que ce soit sur les bras, sur les jambes, des postures qui vont engager les muscles. Donc tu Mm. alternes entre Euh, musculaire et étirement. voilà, j'alterne entre de l'organique et du musculaire, donc je pense que c'est le mieux dans un cours de yoga. D'accord. Et concernant les étirements, je pense aussi que bon, ça doit faire partie de la vie de tous les jours entre guillemets. Je sais qu'il y a deux écoles, voilà. Certains le déconseillent juste après l'entraînement, enfin, juste après l'entraînement. Mhm. Moi, je pense qu'il faut simplement s'écouter. C'est une question assez personnelle. Mhm. Personnellement, je fais des étirements tous les jours, même après un trail, je viens m'étirer. Le lendemain, je viens m'étirer un petit peu plus profondément. Et puis le surlendemain, encore un petit peu plus. Je pense qu'il faut aller en douceur, mais il faut quand même aller chercher l'étirement, quoi, un petit peu plus loin. Les étirements avant la course, je pense pas que ce soit très utile, mais il faut en faire quand même pour pouvoir donner déjà un petit peu d'espace. Je pense par exemple au niveau des jambes, avoir une certaine amplitude, ça peut être toujours intéressant. Et, euh, et après le trail, moi je le conseillerais aussi, mais il faut en avoir l'habitude et il faut s'écouter. Ah, je suis assez d'accord. Effectivement, moi, de mon point de vue, c'est vrai qu'on entend tout et son contraire là-dessus. On entend des gens qui disent s'étirer beaucoup après un effort, ça peut augmenter les risques de traumatisme, ça peut augmenter les Oui, traumatismes qui ont été créés par l'effort. Moi, j'estime oui, qu'effectivement, il faut faire ça de manière raisonnable. Après, bon, je suis pas médecin, je suis pas kiné, mais si ça. on ressent le besoin de s'étirer juste après, je pense qu'on peut le faire en étant raisonnable et sans trop forcer, quoi. Exactement. Moi non plus, je suis pas kiné ni médecin, mais c'est vrai que je pense comme toi, il faut s'écouter et on peut venir s'étirer après un trail tout en restant bien sûr raisonnable et ça peut pas faire de mal. Au contraire. Est-ce que tu pratiques d'autres activités liées au bien-être corporel ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, c'est déjà bien, hein. Trail running et yoga, je pense que tu as un emploi du temps qui est bien Non, non, chargé. non. Après, j'adore tout ce qui touche à l'alimentation, voilà, aux plantes, à la cuisine sans gluten, voilà, à la recherche, on va dire, d'alternatives. J'adore ça. Et c'est vrai que je me disais depuis quelque temps, effectivement, je pense m'intéresser à la formation de naturopathe. Peut-être par la suite, je verrai. D'accord. Mais c'est quelque chose que j'adore et qui m'intéresse énormément. Ouais, tu es curieuse, dès que tu trouves un domaine, tu vas à fond dedans. Mhm. J'adore j'adore apprendre plein de choses. Et je pense qu'il faut être curieux dans la vie et ne pas se, Mhm. ne pas rester que dans un domaine. Je confirme, je suis assez de cet avis. Euh, Qu'est-ce qui t'a paru le plus évident
avant et après la pratique du yoga dans ta pratique du trail? Est-ce que tu as senti une différence? Oui, j'ai senti une différence au niveau de l'amplitude, au niveau de l'espace que je donnais dans mon... Enfin, on va dire au niveau... tu me parles au niveau physique, hein. Peu importe. La différence, peu importe. Bon, alors déjà au niveau physique, c'est vrai que je sentais vraiment avoir une plus grande amplitude dans mes foulées, par exemple. Je sentais déjà le yoga, c'est comme je te disais assez musculaire, donc je me suis vraiment musclée au niveau du haut du corps. Et c'est vrai que quand on pratique énormément de trail, on a tendance à être musclé essentiellement du bas, quitte à en oublier presque la partie du haut du corps. Et on sait, tu le sais, que dans un trail, le gainage est hyper important, la musculature même au niveau du bras, la tenue du corps, tout est important finalement dans la course à pied puisque tous les muscles sont engagés. Donc là, ça m'a beaucoup apporté. Et après, sur l'aspect psychologique, de la bienveillance et puis de l'acceptation de soi, du corps, une séance qui se passe pas très bien, un trail qui se passe pas très bien, un échec. Et ben maintenant, j'accepte, j'apprends et puis voilà, je le vis quoi. Je vis dans le moment présent. J'essaye en tout cas. On a souvent tendance à penser que le yoga, c'est, dans l'imaginaire un peu collectif, c'est yoga égale étirement. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus global que ça. C'est une espèce de mode de vie, quoi. Alors le yoga, c'est pas. Alors beaucoup de gens pensent que c'est très spécifique. Alors que c'est, on va dire, enfin certains pensent que le yoga c'est une activité de femme ou une activité pour personnes, on va dire un petit peu plus âgées ou des personnes qui recherchent quelque chose de doux. Alors le yoga c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui va aller chercher de l'énergie pour, qui va aller puiser. Le yoga c'est assez intense, que ce soit dans les émotions, même au niveau physique. Et c'est pas du tout ce à quoi forcément on s'attend toujours. Ça, c'est sûr. Et donc, comme tu le disais, en fait, par rapport à tes séances, il y a moitié d'étirement et moitié de force, en fait. Voilà, donc j'ai pas mal d'élèves qui viennent, qui font de la course à pied, qui sont des hommes, des femmes aussi, de tous les âges. Et effectivement, il n'y a pas que, c'est pas une question de souplesse. Les hommes vont arriver certaines postures, les femmes vont passer d'autres postures. Et comme je leur dis souvent, ça dépendra des jours, ça dépendra des périodes, de ce que vous avez fait, de vos émotions. On peut avoir des blocages. Donc ça bouge, on va dire, tous les jours. Et non, c'est pas une question ni de souplesse et c'est pas seulement des étirements. C'est un tout et c'est aussi un aspect, on va dire, psychologique sur une façon de penser un petit peu différente sur la vie de tous les jours, prendre du recul, essayer de ne pas avoir peur des choses qui se passent, essayer de vivre dans le moment présent, pas écouter voilà, tous les médias, prendre les informations là où on a envie de les prendre. Enfin, voilà, pas mal de petites choses. Mais... Donc en fait, si je comprends bien, le yoga, c'est vraiment une pratique à part entière qui t'aide non seulement à te préparer physiquement pour le trail, par l'étirement, par le renforcement musculaire et le gainage, mais aussi un aspect assez psychologique qui est indéniable. Quoi. Tout à fait. Sur on va dire le lâcher prise, lâcher le mental, voilà, essayer d'aller un peu au-delà, essayer de se recentrer, c'est ultra important. Tu as beaucoup de trailers dans tes clients ? Oui, j'ai pas mal de... vu que je fais beaucoup de courses à pied, je connais énormément de personnes, beaucoup de personnes qui courent. Donc ceux qui viennent font principalement de la course à pied. Certains non, mais certains, ouais, la plupart, ouais, font de la course à pied ou d'autres sports comme le triathlon. Et c'est étrange, mais la plupart des sportifs s'intéressent au yoga quand ils ont une blessure. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont peut-être fait un peu trop et qu'ils n'ont pas écouté leur corps. On appelle ça le syndrome de l'ostéo. C'est-à-dire qu'en règle générale, on va à l'ostéo quand on a mal quelque part. Ce qu'il faut absolument jamais faire d'ailleurs. C'est purement français ça. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la prévention, on est plutôt dans le curatif. Surtout en ce moment. Bref. Surtout en ce moment, oui. Est-ce que tu souhaiterais évoquer quelque chose en complément par rapport au yoga, puisqu'on va repasser à la partie trail? Est-ce que tu voudrais parler de quelque chose d'autre?
non, vraiment, n'hésitez pas à pousser les portes d'un studio de yoga si vous en avez à côté de chez vous et allez essayer plusieurs studios, essayez de vous tenir à cette pratique parce que vraiment ça vous soulagera tous les maux, on va dire, du corps, toutes les petites douleurs du dos, les douleurs musculaires, etc., etc. Ok, très bien. Donc effectivement, allez courir dans les studios de yoga, ça vous fera le plus grand bien, je pense. Et je le ferai peut-être un jour. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup tout seul. Je suis très indépendant, très autonome. C'est vrai que le fait de m'être mis un peu à la méditation et à l'étirement, ça me fait beaucoup de bien. Donc je vais continuer dans cette logique-là. Pour en revenir au trail, est-ce que tu peux nous donner les principales courses que tu souhaites retenir depuis que tu as commencé? Les principaux trails qui t'ont marqué? Alors, les principaux trails, donc il y a eu celui qui m'a marqué. La Saint-Élion en 2017, je crois, où je l'avais fait donc en relais avec Florence Auclair. Ça a été une belle Saint-Élion. On avait fini première, donc ça, c'était vraiment chouette. Moi, j'avais adoré faire cette course en duo avec elle, c'était génial. Ensuite, le Festa Trail, donc là, c'était mon premier long. C'était 76 km en 2018. Pareil, une course superbe parce que je pense que c'était la première. Et puis que les résultats étaient là, donc ça a été top. Le Festa Trail, j'ai accompagné mon chef Christian sur je crois que c'était le 76 ou 72 il y a 3 ou 4 ans. Et il était arrivé de nuit. C'est ça, l'arrivée est toujours de nuit en règle générale. Enfin, après, ça dépend du niveau, mais... Voilà. Mais en général, c'est vrai que le départ se fait à 8h, donc je crois que moi, j'étais arrivée sur les coups de 18h. Mais il y a pas mal de personnes qui arrivent effectivement après de nuit. Donc c'est assez sympa comme course. C'est un bel événement, le Festa Trail. C'est un gros... Ça a évolué depuis, parce que moi, j'y suis allé en 2015-2016. Ça a évolué depuis, ou tu sais? Ah oui, ça a évolué. Là, c'était la 10e édition. Donc c'est vrai que moi, c'est un trail que je fais tous les ans. J'ai jamais fait le 120 km encore, mais bon, peut-être, on verra. Mais c'est génial. C'est un terrain qui est particulier et puis une organisation qui est super, des bénévoles au top. Non, c'est une course qui prend de l'ampleur de plus en plus et ça ne m'étonne pas. C'est le territoire de Zinzin Reporter, le Pic Saint-Loup. Ouais, je le connais aussi. D'ailleurs, s'il écoute, je lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. Voilà, donc le Festa Trail, c'est cette course, finalement, c'était ma première et je suis partie vraiment en me disant si tu fais déjà 30 km, ça sera super. Bon, j'étais vraiment bien entraînée, hein, mais c'était ma première course et je m'attendais pas du tout à ça. Et puis en fait, j'ai fini première féminine et ça a été pour moi le début de plein de choses parce que finalement, je me suis dépassée et j'ai été au-delà de mes peurs, et voilà, et j'ai trop accroché avec l'ultra et avec les sensations. Et ensuite, j'ai fait le Sancy, donc la même année. Donc le trail du Sancy, c'était 60 km. Donc là, pareil, une jolie. J'ai aimé cette course. C'était mes parents qui me faisaient l'assistance. Qu'on avait passé un chouette week-end. Je crois que celui-ci, j'ai fini 5e. D'accord. Donc, c'était sympa. Et ensuite, l'année dernière, j'ai fait la 6000D à La Plagne. Donc là, assez compliqué. La météo était pas au rendez-vous. Il faisait un froid horrible. Donc bon, ça n'avait pas été la meilleure course, mais c'est une course que je retiens parce qu'elle a été assez difficile. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait la Mascareigne à La Réunion. Pareil, une course magnifique, hyper exigeante de par le terrain. Je sais pas si tu connais La Réunion. Je connais, j'y suis allé en voyage de noces, mais j'ai pas fait le Grand Raid, non, pas du tout. Et c'est vrai que je sais pas si ceux qui nous écoutent ont déjà participé, mais vous devez le savoir. Hein, la Réunion, c'est un terrain qui est magnifique et qui est hyper exigeant avec de tout. Finalement, que ce soit au niveau météo ou au niveau du terrain, des cailloux, des endroits beaucoup plus humides, boueux, et puis après du soleil, et puis finalement la nuit à 3h du matin, il fait très froid. Et voilà, et il faut s'acclimater en fait. C'est un terrain très particulier. Donc c'était la première année que j'allais à La Réunion.
Et ça a été une course très difficile. Et en fait, j'ai retenté cette année. Je me suis réinscrite. À la Mascareigne. Ouais, encore à la Mascareigne. D'accord. Tu veux pas tenter le Bourbon cette année? Non, 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 je souhaite pas. Je reste sur la Mascareigne parce que c'est déjà une course qui est finalement assez longue parce que le terrain est très, très accidenté. Donc c'est une course, même si le format est assez petit, entre guillemets, 60, quoique je crois que cette année ça a augmenté, mais 70 km, c'est une course qui prend quand même déjà bien 10-12 heures. Donc c'est un format qui me convient, je veux pas aller forcément au-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir en course ou en ultra? Alors mon pire souvenir, je dirais que c'est cette année à la Mascareigne quand mon conjoint qui me faisait l'assistance m'a oublié un ravito et également la 6000D, la météo hyper compliquée. Là, c'était une météo l'année dernière, une météo catastrophique où il faisait, je crois, même moins 5 degrés en haut au glacier, où l'accès, je crois qu'il y a eu presque 700 abandons cette année à la 6000D. C'était catastrophique. On était trempés, il a plu tout du long. Là, ça a été compliqué. Voilà les deux pires souvenirs. Et est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur moment? Le meilleur moment, c'est quand je suis arrivée, quand je voyais cette victoire, la victoire au Festa Trail. Pour moi, ça a été mon plus beau moment, mon plus beau souvenir en trail, c'est celui-là. C'est de faire son premier trail long, de se dire que jamais on va terminer, et finalement d'arriver première. Pour moi, c'était comme ça a été le plus beau moment, on va dire, de ma vie de sportive, quoi, vraiment. C'est cool si c'était ton premier, on va dire entre guillemets long, et parce qu'avant c'était quoi les formats sur lesquels tu t'alignais? La Saint-Élion, on avait fait donc ensemble, j'avais fait le relais, c'était un 45 km, mais c'était le plus long que j'ai pu faire jusqu'ici. J'avais jamais fait de distance aussi longue. Et donc tu t'alignes sur ton premier long et tu finis première. Bon, c'est bien, bravo. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une semaine type d'entraînement pour toi? Alors, une semaine type, c'est à peu près 5... Hors confinement, hein, bien sûr. Hein. Oui. Alors, c'est 5 entraînements course à pied et 2 entraînements vélo. Plus ensuite, donc à peu près, on va dire 4-5 heures de yoga. Voilà. Et des fois, une séance de natation. Donc en course à pied, en général... Ouais, donc à vélo, c'est principalement du volume. Et ensuite, en course à pied, en général, donc, un footing, une séance de côte, une séance on va dire, seuil, allure, et une sortie un petit peu plus longue. D'accord. Voilà, je pense que j'ai les 5, ouais. On va parler un petit peu du podcast, donc du mien, du Let's Ride Podcast. Comment tu as connu le LTP ? Alors j'ai connu grâce à Zinzin Reporter, non, grâce à Lily Running. Donc Lisa Loubio que tu avais interviewée, qui s'occupe de la partie communication et de la gestion de Approche Outdoor. Et je suis ambassadrice d'Approche Outdoor à Montpellier depuis 2 ans, et puis je connais bien Lisa sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et ensuite, j'ai accroché avec tous les podcasts que tu faisais. J'ai écouté celui de Zinzin Reporter. J'ai écouté le dernier que tu as fait aussi par rapport à la nutrition. J'adore tous les podcasts. J'ai écouté celui de Sylvaine Cusso, forcément, qui habite aussi pas très loin d'ici. À Uzès. Voilà, à Uzès, ouais. Donc, qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu aimerais voir un peu plus dans le podcast? Écoute, j'ai pas forcément d'attente particulière, mais c'est vrai que je trouve ça chouette de pouvoir avoir des interviews de personnes, voilà, par exemple sur des sujets comme la nutrition, sur des activités alternatives comme là par exemple le yoga. Donc ça pourrait être par exemple quelqu'un qui pratique, je sais pas, le kayak et qui en même temps fait énormément de trail. Quel lien fait-il entre ces deux sports, ou toute autre chose, une autre activité. Je trouve ça hyper intéressant de ne pas seulement avoir des gens qui font que du trail, et de pouvoir aussi avoir des personnes, on va dire lambda, comme moi,
pas seulement des personnes élites ou des personnes hyper connues dans le trail, de pouvoir avoir des amateurs finalement parce que c'est assez compliqué aussi d'être amateur, d'avoir sa vie à côté, de travailler et de s'entraîner, même si je sais que les personnes même qui sont dans les élites aujourd'hui ne vivent pas du trail. Malheureusement, je pense pas que ce soit un sport duquel on vit correctement en tout cas. Donc, sache que le projet est tel qu'il est depuis le début, c'est-à-dire parler à tout le monde. Et effectivement, ça, je n'en dérogerai jamais. Et je prends les idées qu'on me fait remonter de ci et de là, que ce soit par les réseaux sociaux ou par mail, etc. Et moi, le but, c'est de faire évoluer le projet avec les demandes des personnes qui constituent la communauté. Donc, je te remercie de ce conseil par rapport à la diversification, et je continuerai dans ce sens-là. C'est super. Je sais que tu avais fait aussi un interview avec une personne qui avait organisé avec des organisateurs de trail. Je crois que c'était vers Marseille, le trail de la Sainte-Victoire. Avec Choa. La Galinette, voilà. J'avais trouvé cette interview hyper intéressant aussi. Voilà, un de mes prochains invités sera Gilles Bertrand, le fondateur des Templiers. Ah, génial. Voilà, donc super. Quand on sortira le tien, il sera déjà sorti, peut-être un mois avant, mais voilà, c'était une interview riche d'enseignements. On va terminer. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, pas du tout, pas forcément. Bon, c'est cool. On va terminer par la partie internationalement connue du LTP, c'est les questions rapides. Donc, là, le problème, c'est que du coup, tu vas commencer à les connaître si tu as écouté pas mal d'épisodes. Oui, mais je ne m'en souviens plus. Donc, je t'en souviens pas. Bon, ça va. Alors, on est parti. Des réponses courtes et pas d'arguments. Ok. Plat favori après la course ? Omelette. Omelette. Bon. Bravo, c'est la première fois qu'on me répond omelette. Crêpe. Ouais, crêpe. D'accord. Boisson favorite après la course ? Coca-Cola. Ah, ça c'est pas Coca Zéro, hein. Non, pas Coca Zéro, non. Gel, bar, les deux ou aucun des deux ? Bar. Fait maison ou industriel ? Maison. Pardon ? Maison. Fait maison. Courir en France ou à l'étranger ? À l'étranger. Seul ou accompagné ? Ça dépend. Ça dépend ? T'as pas le droit. Il faut choisir. Je dirais accompagné quand même. Accompagné. Racine ou verglas ? Racine. Courir de nuit ou de jour ? De jour. Le matin ou le soir ? Ou le midi ? Le matin. Et alors la dernière question, yoga ou trail running ? T'as le droit d'en choisir qu'un. Ah, c'est trop dur. Sincèrement, je dirais trail running. Ok, bon. Eh bien écoute, je te remercie énormément d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était un plaisir. Et puis je te dis à bientôt et puis bonne continuation et j'espère te croiser au Festa Trail l'année prochaine. C'est chouette. Allez, salut. Merci à toi. Salut. Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié autant que moi la compagnie de Charlotte. Je la remercie de nouveau d'avoir participé à un épisode du LTP. Si vous souhaitez retrouver des informations concernant Charlotte, je vous laisse rejoindre son site internet cha-6 alice comme le prénom.com. Pour le LTP, vous avez l'habitude, comme toutes les semaines, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook à Let's Try Podcast, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur YouTube à Let's Try, et n'hésitez pas à vous rendre sur ces réseaux sociaux pour vous connecter et vous inscrire à la newsletter mensuelle. N'hésitez pas, et ça je vous en prie fortement, à en parler autour de vous afin de faire grandir la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut